Bonjour. Bonjour. On a découvert avec beaucoup de surprises ton petit OVNI, on va dire, objet filmique non identifié, qui a gagné le prix, l'ensemble des prix au Festival européen du court-métrage de Brest et qui est ici présenté à Premier Plan. C'est un film qui nous a beaucoup surpris et qui nous a surpris ne serait-ce que dans son existence. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter le jour où tu t'es dit, tiens, je vais faire un court-métrage? Oula. Est-ce que tu as 4 heures devant toi? Non, j'ai essayé de résumer. En fait, moi j'ai fait des études cinéma à la fac de Rennes 2. Ça m'a pas ouvert des débouchés incroyables sans vouloir casser du sucre sur l'université parce que bon, c'est quand même des gens super. Surtout que j'en connais quelques-uns. Bien sûr, nous en connaissons. Non, mais j'ai quand même fait un film là-bas, un petit documentaire, un court-métrage documentaire. J'ai beaucoup appris quand même et j'ai rencontré des gens formidables. Mais c'est vrai que ça m'a pas lancé dans une carrière phénoménale tout de suite dans le cinéma. Et j'ai bougé à Paris pour faire des stages, le fameux Graal. Tout étudiant en cinéma. Je me suis retrouvée évidemment dans des boîtes de production à faire de la régie, à acheter des disques durs et à être déprimée derrière un écran. Donc ça m'a pas fait perdurer le rêve de cinéma. Mais j'ai toujours nourri comme ça une envie de faire des films et je bricolais beaucoup dans mon coin. Donc je faisais des petits courts-métrages avec mes frères et sœurs. Et donc j'ai toujours eu envie de faire des films en fait, et c'est juste que la vie ne se présentait pas dans ce sens-là. Enfin, j'étais un peu timide aussi et j'arrivais pas trop à, je sais pas, approcher des gens, à envoyer des scénarios à des producteurs, parce que c'est très dur d'écrire un scénario. J'étais très exigeante, je trouvais tout nul. Donc j'ai décidé quand même de faire à l'envers et de prendre ma caméra et de faire directement des images. Et quand tu commences à faire tes images, tu sais déjà où est-ce que tu veux en arriver précisément? Tu as déjà l'idée de base? Ou alors tu te dis je prends des images et je verrai au montage et je ferai tout au montage? Ah ben oui, non, j'ai pas du tout d'idée claire au départ. Et c'est d'ailleurs compliqué parce que on a quand même une tendance, enfin, certaines personnes comme moi ont une tendance à se compliquer la tâche, à accumuler des choses pour être sûr de jamais y arriver, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment accumulé des rushs pendant des années. Et plus je m'embourbais dedans, et plus quelque part, ça me convenait d'être sûr de jamais y arriver parce que la montagne est tellement haute qu'on se dit c'est bon, j'ai toute la vie pour ne pas faire ce film, donc... c'est pas de la complaisance, mais en fait c'est de la peur. C'est de la peur d'y arriver. C'est une espèce de résistance très forte intérieure. D'y arriver ou de ne pas y arriver aussi? Les deux en même temps, pour moi, c'est un peu la même chose en fait. C'est-à-dire que de ne pas y arriver, ça permet d'avoir raison par rapport à soi-même, du fait qu'on est un gros loser, qu'on n'arrivera pas, que nos profs avaient raison, nos parents avaient raison, tout le monde avait raison. Le regard des autres souvent est important là. Voilà, donc ça permet un peu d'affirmer ce que... Non, c'est pas le mot, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Et à l'inverse, d'y arriver, c'est quand même le truc qu'on aimerait au fond, en vrai. Il y a un peu une résistance entre les deux et tout le parcours, tout le voyage, ça va être de laisser chaque force s'exprimer et voir où est-ce qu'on échoue, où est-ce qu'on, voilà, qu'est-ce que ça provoque aussi comme émotion d'y arriver, de ne pas y arriver, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis bon, un jour quelque chose prend le dessus. Et il y a des gens qui t'ont aidé quand même à finaliser du coup, parce que tu avais de la matière partout, puis à un moment, tu te dis, la matière elle est tellement partout, tu te dis bon, j'abandonne. Et là, il y a des gens qui étaient là pour te dire non, continue, ça vaut le coup. Très très peu. Très très peu de gens, et notamment Antonis qui est la voix de mon vélo, qui a toujours cru à fond, mais vraiment sans lui, je sais, on peut pas savoir évidemment dans tous les scénarios possibles et tout. J'ai quand même ma détermination qui est assez forte, donc peut-être que j'y serais quand même arrivée, mais il m'a
énormément aidé. Et aussi sur la fin, dans le montage, quand j'étais vraiment bloquée au bout de 6-7 mois de montage, j'en pouvais plus, j'y arrivais plus, c'était trop douloureux, c'était trop intense. Et il m'a débloqué la structure du film. Parce que dans les retours, on ne comprenait pas l'histoire, etc. Et il m'a dit, ça tu mets au début, ça devient, et c'est comme ça. Et en fait, il a débloqué complètement le film, et voilà. Plus exactement, il t'a aidé sur la structure narrative ou la structure formelle? La structure narrative... C'était lié. Parce que la structure narrative avait besoin d'un rappel. C'était l'introduction du début, en fait. Avec la machine à laver. Il n'y avait pas l'introduction au début, en fait. Et la révélation finale était trop forte, trop dense. Et donc, le public ne percutait pas, enfin, le public restreint, la production, les personnes à qui on montrait le film, ne percutaient pas du tout l'information. Et donc, il fallait préparer l'état d'esprit du spectateur au début avec une introduction pour voilà, préparer le... Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la Grèce au sens large et du coup au grec également, peut-être au sens moins large? Alors le grec, les trois. La production, l'homme grec, le vélo grec, voilà. La langue grecque. C'est ça. Alors la Grèce, je l'ai découverte quand je suis partie à vélo, évidemment. C'est très vite devenu une destination, exactement comme je le raconte dans mon film, de par ma rencontre avec le vélo. Comme il y avait marqué Sparta, Spartacus, ça m'a tout de suite évoqué quelque chose d'antique. Voilà. Après, je suis nulle en histoire, donc c'est mon imagination aussi qui est allée vers la Grèce, parce que les dieux de l'Olympe, Ulysse, j'ai toujours eu une fascination pour Ulysse quand j'étais petite. Ulysse 31 du coup, ou Ulysse 31 à fond. Alors tous les soirs en rentrant de l'école, Ulysse 31 avec mon goûter, ça c'est sûr. Et puis mon frère, Camille, c'était son deuxième prénom, Ulysse. Donc il y avait un petit truc dans la famille par rapport à ça. Ma grand-mère adorait, donc ma grand-mère communiste du film, adorait les histoires d'Ulysse. J'ai été vraiment bercée par ça. Je préférais d'ailleurs les mythes et les histoires à l'histoire avec un grand H, les dates, les personnes. Et puis tu as étudié Homère après à Jean Massier du coup? Ah bon? C'était au programme de première normalement, je crois. Je n'allais pas beaucoup en cours pour dire la vérité. Je ne suis pas du tout quelqu'un de scolaire, de studieux. J'ai eu mon bac vraiment de manière, en totale imposture. J'ai pas du tout révisé mon bac. Voilà, j'ai eu une mention même, mais alors vraiment sur mes rédactions de français et sur les langues. Mais alors vraiment l'histoire, je crois que ça a été une énorme tôle. Voilà. Donc les mythes, les contes, les légendes, j'adore. Mais alors l'histoire avec les dates et les trucs là, je retiens rien, je comprends rien. Donc je ne sais plus quelle était la question de départ. Ouais, ton rapport à la Grèce, au grec, et donc tu as répondu à peut-être à la Grèce antique, mais il reste les autres Grecs. Ouais. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en découvrant la Grèce, j'ai rencontré des gens complètement fous, incroyables. Cette langue que j'avais jamais entendue, ça a fait tilt dans mon esprit. Et évidemment, il y a eu cette rencontre avec un grec. Ça a été une grande histoire d'amour éclair. C'est-à-dire que j'étais folle de lui et je suis revenue pour lui en Grèce. En fait, il n'était plus là. Non. Et tu en parles dans le film, mais je suis pas sûr qu'on le voit. Si, on le voit torse nu très rapidement. Ah oui, d'accord, dans la scène de danse. C'est Harris. C'est Harris. Non, c'est pas la scène de danse, ça c'est en Hongrie. C'est Harris, le dieu de la guerre. D'accord. Harris, le dieu de la guerre, en fait, c'est la personne pour qui j'ai voulu apprendre le grec. Parce qu'il parlait même pas anglais et on a vécu une histoire d'amour très éclair, intense. Et en fait, pour pouvoir communiquer avec lui, j'ai voulu apprendre le grec. Évidemment, il y a un gros problème de temporalité là-dedans parce que j'ai mis des années à pouvoir apprendre le grec. Et évidemment, entre-temps, je l'ai perdu, lui, parce que il m'a pas attendu. Il fallait quand même communiquer assez vite. Et donc, j'ai appris le grec via des chansons, des livres bilingues. Et maintenant, je suis bilingue grec.
Ah ouais. complètement fluent. Voilà. Et ça m'a permis beaucoup d'accéder à mon film aussi parce que j'ai accédé à la pensée grecque. En fait, les Grecs, ils ont une manière très limpide de penser. C'est vraiment la clarté, quoi, des idées. Et ça m'a beaucoup aidé parce que les Français, on est très, très compliqués, on est très tortueux, on aime bien faire des détours pendant 10 000 ans. Et moi, ça m'a aidé vraiment à préciser ma pensée. Et ça a été toute une aventure, quoi. J'ai un peu une autre vie en Grèce. Voilà, j'ai des amis grecs. Je vais de temps en temps en Grèce. Voilà, c'est un autre monde, mais Et le grec, du coup, le centre de recherche. Oui, alors le grec, le groupe de recherche et d'essais cinématographiques, c'est une production qui s'occupe surtout des premiers films. Et ils ont un concours tous les ans qui s'appelle le Grec Rush. Et c'est sur la base de Rush. Il y a 3 lauréats. Et j'ai gagné ce concours en 2022 sur la base d'un tout petit montage que j'ai fait avec ma voix off. Et à partir de là, en fait, ils donnent une aide technique de 4 000 € pour finaliser le film. Ce qui pour moi était très important parce que sans le mixage et sans l'étalonnage, c'était tellement brut. Et de toute façon, je n'avais pas fait le montage non plus. C'est-à-dire que ça m'a encouragée à faire le montage. J'y ai passé presque 1 an. C'était un voyage encore interminable, mais ils m'ont permis de faire mon film, de finaliser mon film. Et là, j'avais plus le choix. Je pouvais plus rater. Il m'attendait au tournant, donc j'étais obligée de le finir. Ce qui est intéressant aussi dans ton film, c'est peut-être la mise en abîme qu'on peut voir entre ton voyage en vélo, le fait de partir en Grèce, quelque part une sorte d'Hollywood aussi. Enfin, tu vois, le parcours que tu vas faire qui va t'amener vers la Grèce, c'est un peu le parcours aussi de cinéaste que tu peux avoir. Tu avais ça à l'esprit ? Ça s'est manifesté surtout au montage, en fait. Notamment parce que j'avais sans arrêt envie de parler de mon film dans mon film. Et que petit à petit, on a coupé les séquences qui parlaient de mon film parce que c'était un peu trop appuyé. Moi, j'y tenais parce que je me disais, oui, mais cette aventure, c'est aussi mon film que j'arrivais pas à faire. Et en fait, la métaphore existe d'elle-même dans le voyage. Et j'ai dû un peu couper les références au film qui était en train de se faire. Mais effectivement, ça s'est manifesté au montage où je me suis rendu compte que oui, c'était le parcours de mon film en même temps que le parcours de ma vie, en fait. Et au moment où tu pars, où tu prends la décision de partir avec ton vélo et d'aller en Grèce, tu sais à ce moment-là, dans ta tête, que ce sera la matière à ton film, ou alors c'est un épisode parmi tant d'autres, et c'est après, tu te dis, tiens, c'est cet épisode-là que je vais en faire un film, au final. En fait, au début, quand je suis partie, j'avais une très grande ambition de faire un film d'aventure incroyable avec mon vélo qui parle. J'avais déjà cette idée-là, quand j'ai rencontré mon vélo et tout ça. Donc, je filmais plein de trucs en me disant, bon, on verra au montage ce que j'en fais, etc. Mais je n'avais absolument pas idée à ce moment-là que ça allait me prendre énormément d'années. Et en fait, tous les ans, je suis repartie d'une manière différente, sur le même chemin. Je suis partie à vélo encore 3 ans plus tard, mais je suis partie aussi en stop avec mon vélo, en poids lourd, en bus, en train, je crois que j'ai tout dit, tous les moyens de transport, en bateau, enfin voilà. Et en fait, à chaque fois, je refaisais des images, ça m'inspirait des scènes, en fonction des scènes que j'écrivais, je refaisais des images. Et là, ça a pris une ampleur qui m'a totalement dépassée parce qu'entre-temps, j'avais mes histoires d'amour avec des Grecs à Paris, en Grèce. J'avais mon apprentissage de la langue. J'ai passé plusieurs mois en Grèce à un moment, en 2016. J'ai filmé plein de trucs et je savais plus du tout ce que c'était mon idée de départ. Je me suis complètement noyée dans la quantité de possibilités, en fait. Et par contre, c'est avec le Grec Rush et donc le petit montage que j'ai proposé
qu'on est revenu, enfin que je suis revenue au voyage initial, qui a repris de l'importance. Et d'ailleurs, même au montage, je parlais au début, dans les premières versions, je parlais de tous mes voyages. Et la monteuse qui m'a accompagnée avec le grec, elle me disait bah non, ça marche pas. Il faut avoir une ligne, il faut épurer en fait. C'est-à-dire que il y a un seul mouvement géographique et il y a un seul voyage, sinon. Et j'ai eu beaucoup de mal à abandonner cette idée. La fameuse ligne directrice qui fait que ton projet, il peut avoir un début et une fin, quoi. C'est ça. Et qui peut aussi ne pas perdre le spectateur, parce qu'en fait, je me perdais déjà suffisamment avec la voix off. Donc il fallait que la géographie soit assez nette, qu'elle soit linéaire en fait. Limpide, comme tu disais tout à l'heure. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que avec une telle matière, certains auraient pu faire une carte postale géographique que tu embrasses un petit peu à certains moments, mais on voit bien que c'est pas ton sujet. Ou alors, beaucoup se seraient intéressés aux gens et au mode de voyage que tu avais, c'est-à-dire le fait de rentrer dans des familles, être fauché et puis du coup avoir besoin que les gens t'aident. Et puis il y a aussi cet aspect galère qu'il y a dans chacun des voyages. Alors tu le montres un peu, mais avec un humour assez formidable. Est-ce que ça c'est pareil, c'est au montage que tu l'as décidé, ou est-ce que t'as hésité des fois à montrer un peu plus, à t'attarder un petit peu plus sur... C'est intéressant parce que ça touche au cœur du film, c'est-à-dire que c'est précisément pas un film sur le voyage, et ça l'est en même temps précisément, mais c'est ça qui a déterminé aussi le fait que le film se fasse ou pas. C'est quand j'ai trouvé le vrai sujet. Et c'est vrai qu'un voyage, oui, on rencontre des gens, on va quelque part, mais c'est justement de l'errance en fait. Et de l'errance, c'est quand on n'a pas de but. Et un film, il faut un but, il faut une histoire, sinon... ça dépend de ce qu'on aime comme cinéma, mais moi, personnellement, j'aime les histoires. Et une histoire, c'est un sujet et c'est un parcours et c'est une transformation. Et à partir du moment où j'ai trouvé que c'était un parcours de reconstruction et de comment on se repère dans la vie quand on est complètement perdu, là, je savais quoi sélectionner comme image, je savais comment perdre le spectateur et comment le retrouver, parce que je savais que c'était pas le sujet, le voyage. Et en général, le road movie, c'est ça. Un road movie, en fait, c'est une diversion, le voyage. Et en plus, en général, quand on part en voyage, c'est qu'on a un petit truc, un petit truc à régler. On a le besoin. On a un besoin de grandeur, on a un besoin de confrontation à l'extérieur, un besoin d'oxygène. Et voilà, par exemple, Thelma et Louise, c'est un road movie. Mais il ne s'agit pas d'aller d'un état à un autre pour aller d'un état à un autre. C'est fuir quelque chose, chercher quelque chose et fuir quelque chose. Et moi, c'est ce que j'adore avec les road movies, c'est que les paysages et le mouvement racontent quelque chose des personnages. T'avais des références quand même sur ton film, ou alors tu t'es fié totalement à ton instinct? Alors, je me fie à mon instinct de fait, mais j'ai à la fois plein de références et pas de références, parce que je suis cinéphile, j'ai vu plein de films dans ma vie, je suis imbibée de plein de films, de fait, et notamment le cinéaste qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est Aki Kaurismäki. Ok. Et je l'ai vu d'ailleurs, j'étais stagiaire technique au festival Travelling à Rennes en 2005, je crois. C'était Travelling Helsinki. Et moi, j'apportais des bières à Aki Kaurismäki. Et j'ai faisais des études de théâtre à Rennes 2. Et c'est là où j'ai switché cinéma. J'ai vu tous les films de Kaurismäki en pellicule.
Et là, ça a été... En fait, j'ai été saisie d'émotions, de bonheur. Enfin, c'était ma rencontre avec le cinéma, quoi, clairement. T'as dû adorer le film de Delphine Eckerberg alors, aussi également. Altra, j'avais adoré. J'ai complètement senti la proximité avec Kaurismäki, évidemment. Et par exemple, Kaurismäki, c'est vraiment un cinéaste qui m'a bouleversée, qui m'a enchantée, qui m'a montré, mais totalement inconsciemment aussi, parce que c'est pas que je l'ai oublié, mais de temps en temps, qu'il y avait un film de lui qui sortait, j'allais le voir au cinéma et je me souvenais de tout le bonheur qu'il m'avait procuré pendant ce festival. Mais j'ai intégré des choses, je pense, voilà, je me suis imbibée. Mais en même temps, pour autant, je ne saurais pas dire à quel endroit je suis inspirée de tel ou tel ou de tel ou tel film. C'est juste, je suis une éponge émotionnelle, une éponge, voilà, j'ai des trucs que j'adore. J'adore des gens qui parlent des langages différents qui ne se comprennent pas, par exemple. J'adore la musique, j'adore l'Est, voilà. Mais pour autant... Et l'Est, du coup, il y a peut-être un petit côté Kusturica ou même Gadjo Dilo qui sont quelque part par là aussi, peut-être. Ouais, c'est mon côté babos punk à chien de Rennes. C'est ma petite part bretonne. Pour autant, en fait, évidemment, Kusturica... Alors, j'ai étudié le cinéma, quand même, à la fac. J'avais étudié Chat Noir, Chat Blanc, quand même, à la fac, avec Patrick Le Goff. Je ne sais pas si tu connais. J'avais un prof d'analyse du cinéma, on avait étudié Chat Noir, Chat Blanc. Tout ce qui était balkanique, tout ça, évidemment. Mais j'avais jamais voyagé, moi, en fait. Donc, cet imaginaire de Gadjo Dilo, des Balkans, des champs, voilà. Pour moi, c'est totalement fake. En fait, c'était pas... Moi, je partais en stop, mais en France. J'étais pas du tout... Déjà, j'avais pas d'argent. Mes parents, ils n'ont pas trop voyagé. Je suis pas partie avec mon sac à dos en Europe de l'Est comme des gens que j'ai connus qui l'ont fait et tout. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé plus tard. Donc, c'est vrai, ma rencontre avec l'Est, elle s'est faite à vélo. Et effectivement, quand je me suis retrouvée en Hongrie... J'étais dans un film parce que pour moi c'était comme dans les films, quoi, comme dans les films de Kaurismäki, Kusturica et tout ça, mais c'était pour ça peut-être aussi que j'ai eu envie de filmer. Est-ce que tu peux nous parler de l'écriture de ton texte, parce que ton texte il est très drôle et mais c'est drôle et parce que ton film il est drôle, mais évidemment c'est l'humour en mécanisme de défense par rapport à un sujet douloureux. Est-ce que du coup, pour toi, c'était plus facile d'utiliser l'humour, c'était naturel, ou au contraire, c'était pas si facile que ça et des fois, tu as dû te... Je dirais que c'est naturel chez moi, mais ça demande quand même beaucoup de travail pour peaufiner. C'est-à-dire que là où je dis que c'est naturel, c'est que c'est une propension, enfin c'est un état. J'aime la légèreté, j'aime l'humour, mais je pense que tous ceux qui travaillent dans la comédie ou tous ceux qui ont ce penchant naturel pour l'humour sont d'accord pour dire que c'est basé sur de la tragédie, en fait. C'est-à-dire que... Une douleur, ouais. Une douleur. En fait, ce qui est drôle, c'est ce qui fait mal. Attention, leçon de cinéma incroyable par Sarah Ganem. Ce qui est drôle, c'est ce qui fait mal. Voilà, je pense que... En tout cas, ce qui est le plus drôle, c'est ce qui est le plus dur. Après, je pense pas que mon film parle de choses... en fait, c'est pas si évident que je dis des choses drôles en fonction de la tragédie du sujet. Mais pour moi, c'est ma personnalité, en fait. J'ai toujours été un peu pince sans rire, un peu drôle, je sais pas, mais voilà, j'ai fait des... C'est en toi. Ouais, j'ai toujours eu ça. C'est quelque chose de... C'est un instinct, en fait. C'est un instinct de survie que d'être drôle. Moi, quand j'étais petite, j'étais très timide, très rejetée, très... voilà.
Donc je faisais des sketchs toute seule dans ma chambre, ce genre de choses, quoi. Et donc la comédie, c'est quelque chose pour moi de vital. Ouais, nécessaire. Et Nécessaire. est-ce que les gens qui t'ont qui soi-disant étaient là pour t'aider, parce qu'on connaît tous le schéma, mais qu'est-ce que tu fais, t'es au RSA, t'y arrives pas, tu veux pas faire un travail, tu veux pas être caissière chez Leclerc comme tout le monde et je sais pas quoi, ce serait déjà bien, et qui finalement te cassaient tous tes rêves, mais qui n'étaient pas forcément mal intentionnés, quelque part ils voulaient juste que tu réussisses et que tu trouves une voie plutôt que de rester dans tes procrastinations, et qui te voyaient de loin. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le succès qui arrive, parce que tu as quand même eu des récompenses et ton film il existe et tu as fait quelque chose, comment ça se passe avec ces gens-là aujourd'hui? Quel est ton regard avec eux? Alors, il n'y en a pas eu tant que ça, parce que j'ai la chance d'avoir été éduquée dans un... Enfin, la chance et la malchance, en fait, je pense que chaque éducation est une chance et une malchance à la fois, parce que mes parents ont toujours été très ouverts. J'ai un père musicien, j'ai une mère qui a fait tous les boulots de la terre, et en fait, on m'a toujours encouragée à faire ce que je voulais faire. C'est plutôt au niveau administratif que j'ai eu des problèmes parce qu'effectivement je ne m'acharnais pas à chercher un vrai travail, donc c'était plutôt compliqué. Aujourd'hui ces gens-là, ils sont pas là, donc France Travail, bonjour. France Travail, ils se souviennent pas de moi de toute façon. Enfin, je pense que je leur dois rien, ils me doivent rien. Enfin, donc aujourd'hui ces gens-là c'est des fantômes un peu, ils savent pas qui j'étais. J'étais un identifiant Pôle emploi et aujourd'hui ils feront jamais le lien, je veux dire c'est des administrations, mais effectivement il n'y a pas beaucoup de personnes quand même qui m'ont soutenue sur la longueur, et aujourd'hui c'est très émouvant parce que ils ont vu mon film et voilà, ils m'ont serré dans leurs bras, j'ai compris dans leurs yeux qu'ils avaient compris quelque chose. Et je leur en veux pas. Et en même temps, on peut pas toujours exprimer ce qu'on veut, ce qu'on ressent. Et moi, j'étais solitaire pendant toutes ces années. J'ai coupé des ponts des fois. C'était très douloureux, c'était très compliqué. Et voilà. J'en veux à personne, j'ai pas de fierté non plus particulière de dire ah aujourd'hui vous voyez et tout ça. Non, parce que vraiment si j'avais pu faire mon film autrement, dans des meilleures conditions, en vrai j'aurais préféré. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça lui donne cette particularité, cette force, que je suis sûre qu'il faut souffrir pour faire un film, ou c'est comme souffrir pour être belle, ou voilà, c'est pas forcément ma philosophie, mais c'est sûr qu'il y a une certaine émotion par rapport à toutes les personnes qui se sont aussi un peu demandé ce que je faisais pendant toutes ces années, qui ne comprenaient pas trop. Des fois, j'avais des réflexions des amis ou de ma famille qui disaient arrête à un moment, tu veux encore aller faire des images. Enfin, c'était devenu un peu une blague. Mmh. Et moi, des fois, j'avais honte aussi. Je me disais, oui, je repars en voyage. En fait, je fuis le monde, je fuis la vie. Et en même temps, voilà, aujourd'hui, ça fait sens. Ça aurait pu ne pas faire sens. J'aurais pu rester coincée. Alors, est-ce que tu peux nous parler également, je reviens sur le film en lui-même, est-ce que tu peux nous parler de la musique que ton frère a composée et sur laquelle tu poses ta voix? Alors, c'est une chanson que j'ai écrite, moi. J'ai écrit les paroles, c'était en 2021. Parce que j'adore la musique, j'adore les chansons. Mon père est musicien, donc j'ai quand même un peu j'ai toujours eu la flemme d'apprendre un instrument. Je joue un peu de guitare, je gratouille, mais je suis pas du tout disciplinée. Voilà. Je joue d'un instrument grec aussi, mais c'est pareil, j'ai aucune discipline. On te voit dans le film. Oui, voilà, j'essaye d'apprendre. Mais non, je joue quelques morceaux quand même, mais c'est quand même un art très très exigeant. Et j'avais envie d'une chanson. C'était lié à cette séquence où je perds mon vélo. Et c'est exactement ce que je dis dans le film, c'est que j'avais besoin d'appuyer cette séquence émotion avec un truc un peu troublant,
On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas si c'est vraiment triste ou si c'est un peu drôle. Le truc un peu tragicomique de la chanson triste d'amour, et en même temps, pour moi c'était très premier degré quand j'ai écrit cette chanson. Et il se trouve que la séquence était un peu drôle parce qu'elle n'était pas définitive. J'avais pas définitivement perdu mon vélo, donc j'aimais bien la rencontre entre le premier degré de la chanson et le second degré de la séquence. Et mon frère, l'avantage, c'est que mon frère, il est du même bois que moi et j'ai besoin de rien lui dire. Donc je lui ai dit, voilà, j'ai écrit un texte. Est-ce que tu pourrais me faire une chanson un peu triste ? Est-ce que tu pourrais me faire une chanson un peu triste, mais un peu cucu ? Parce que j'aime bien les films romantiques, cucu. Et en même temps que celui qui a besoin d'être pris au piège par cette chanson, dans l'émotion, il y soit pris au piège quand même. Et moi aussi. Et bref, il a tout de suite compris. On a fait plusieurs... il m'a sorti plein de chansons différentes quand même. Et un jour, j'ai dit, cette version-là, c'est ça. Il a changé quelques phrases dans la chanson. Et puis, il l'a chanté lui-même. Et moi, j'avais besoin que ce soit moi qui la chante. Donc, j'ai testé. Moi, j'ai appris la chanson. Il y a des trucs un peu difficiles à apprendre dans cette chanson. Tonalité, tout ça. Et elle s'est imposée. Et surtout, j'aimais tellement ce qu'il avait fait que pour me replonger dans l'écriture ou le montage, j'écoutais la chanson. Et on peut trouver, peut-être pas la BO, mais des extraits de ce que fait ton frère quelque part. Il fait partie d'un groupe peut-être ou... Alors, il n'a pas de groupe, mais il s'appelle Arthur Ganem, voilà. Et je pense qu'il est sur Bandcamp ou SoundCloud, ou je sais pas comment on dit. Il n'est pas du tout... il est un peu comme moi, il n'est pas du tout dans la fame, glamour, tout ça. Il veut même pas s'inscrire à la SACEM. Il me dit, mais non, mais je te donne tes droits, je te lègue mes droits, ou je sais pas quoi, mais je sais pas vraiment comment ça se passe. Il fait des musiques pour des jeux vidéo. Je sais pas, je crois que c'est sur... je pourrais chercher, je pourrais lui demander, vous donner le lien, mais moi j'adore ce qu'il fait. Et peut-être une dernière question. Est-ce que tu peux nous parler du devenir Alors non, j'ai quand même une autre question avant. Spartacus, tu viens d'en parler. Tu le perds et tu le perds pas à la fois. Tu peux nous dire la différence entre le documentaire et la fiction à ce niveau-là ? Oui. En fait, pendant des années, j'ai rêvé un nombre incalculable de fois, c'est-à-dire des vrais rêves de la vraie vie, de la vraie nuit, que je perdais mon vélo. Mais j'ai fait ce rêve sous toutes les coutures, dans tous les pays, dans toutes les langues, et c'était une espèce de vertige à chaque fois, parce que plus je faisais ce rêve, et plus mon rêve me piégeait, parce que c'était de plus en plus réaliste. Et à chaque fois, dans mon rêve, je disais cette phrase, « Oh là là, j'ai rêvé tellement de fois ça, et maintenant ça arrive pour de bon. » C'était une espèce de loop interminable. Et du coup, c'était une sensation de vertige que j'avais vraiment envie de retranscrire dans le film. Et pour moi, je suis une très grande rêveuse. Et c'est très compliqué des fois de faire la différence entre la réalité, la rêverie. J'ai un peu cette frontière floue, même dans la vie de tous les jours. Entre le rêve et la réalité. Et ça se traduit en termes de cinéma par fiction documentaire. Et j'aime bien jouer avec cette confusion, parce que pour moi, c'est un état très particulier que j'ai envie de mettre en valeur aussi, parce que c'est souvent problématique à l'école, au travail, au quotidien, d'être un peu rêveur, d'être un peu à l'ouest. Lunaire. Et ça peut être poétique aussi. Et après, c'est accentué et aggravé par ce qu'on a vécu dans la vie ou pas. Et c'est aussi une échappatoire
que d'être dans ses rêves, dans la confusion, etc. Donc, de créer un flou entre le documentaire et la fiction, pour moi, c'est un moyen de rendre compte d'un état intérieur assez réel, en fait. Je ne sais pas si ça fait sens, ça répond à la question. Mais... Si, totalement. Et donc, ma dernière question, est-ce que tu peux nous parler du devenir du petit Spartacus, le film? Où est-ce que les gens peuvent le voir? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que tu es au César? J'en sais rien, mais pourquoi pas. Et est-ce que tu peux nous parler de tes projets à venir également? Alors, Petit Spartacus sera à Clermont-Ferrand, au plus gros festival de court-métrage du monde, avec des milliers de spectateurs. C'est incroyable. J'ai très très hâte. Ça va être génial. Et au-delà de ça, il sera sur Canal+ en février. Alors, il sera diffusé le 11 février à 22h30. Ce sera un dimanche. Et il sera, je crois, en clair pendant une semaine. Alors, il ne faut pas louper le coche. Voilà. À part ça, je ne sais pas. Il est en cours de visionnage pour des sélections dans des festivals ou pas des sélections, j'en sais rien. Après, j'ai eu plusieurs fois la question de quoi faire avec tous mes rushs pendant 8 ans. J'avoue que c'était très 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 intense émotionnellement de faire ce montage, d'écrire ce film. Je me sens un peu plus souple et à l'aise maintenant quand même avec la matière. Ça pourrait être un long métrage. J'ai énormément d'autres histoires. Il y a le chauffeur, poids lourd. J'ai plein d'images avec lui. Celui qui est pas mal? Non, un autre. Il y a beaucoup de personnages masculins dans mon film. Il y a beaucoup d'histoires d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Et de chagrin, évidemment, c'est lié. Les histoires d'amour finissent toujours mal, en général. Mais j'ai beaucoup pas de spin-off, mais de personnages, de temps un peu plus long avec des personnages. Pourquoi pas? Pas maintenant. Je suis aussi partie avec mes frères et sœurs en 2015 en van pour refaire des images, pour leur montrer la Grèce. Tout ça, c'est encore énormément d'images. Il y a de l'émotion aussi, il y a des trucs. J'aimerais... Ça me tient à cœur. Donc peut-être que ça aura une forme plus longue à un moment. On m'a dit plusieurs fois que ça gagnerait à respirer, à contraster dans le rythme, etc. Je n'en sais rien. Je n'ai pas fait de long métrage. Je ne sais pas où aller avec ça, mais j'ai cette matière qui est là, qui pourrait faire autre chose. Et pour mes projets à venir, je travaille sur plusieurs scénarios de court-métrage ou moyen-métrage ou long-métrage peut-être suivant ce que les personnes sont prêtes à me donner comme confiance. Mais je pars sur la comédie. C'est vraiment mon créneau. Et aussi, j'ai envie de jouer, parce que c'est aussi ma formation. C'est ce qui me donne, c'est ce qui me nourrit, ce qui me rend joyeuse, et c'est de jouer, quoi. J'ai un personnage YouTube très confidentiel, mais un personnage de chômeuse longue durée qui s'appelle Sarah Fistel. Voilà, j'ai un nombre incroyable d'abonnés qui est de 120 peut-être. Ouais, mais ça va exploser là. Donc alors ça n'a rien à voir avec mon film, mais c'est un personnage. Je fais des sketchs. Voilà, c'est un peu expérimental, mais j'adore. J'adore faire ça. Et donc, mon idée, c'est vraiment de travailler la comédie. J'y travaille très sérieusement quand même. Je fais des workshops aux States, en ligne, tout ça. Enfin, je suis très sérieuse. Avec la comédie, c'est vraiment mon truc. Donc, la question se pose quand même au niveau de quoi faire après. Parce que c'est vrai que ce film, il est très très personnel, il est très fort. Et il faut y retourner, quoi. Il faut retrouver la force de puiser en soi, de retrouver des sujets forts,
C'est un vrai travail, c'est très impressionnant et en même temps, je pense que ce film, c'est aussi comme comment on dit, pas une clé, mais comment on dit, un sésame pour aller vers des choses plus légères, plus drôles aussi et plus fictionnelles aussi. C'était un peu une étape, Un passage obligé. un passage pour aller vers de la vraie fiction peut-être mieux produite. Enfin, non, j'adore mes producteurs, le grec. Donc, je dis pas qu'ils ont mal produit, parce qu'ils ont produit à la fin, et ils ont très très bien produit. Mais je parlais surtout de l'autoproduction De budget. et de budget. Je pense que oui, j'ai envie quand même de vrais films, même si je suis inspirée par le côté zéro budget. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette énergie-là aussi pour aller plus vite, pour donner de la vie, insuffler de l'oxygène. Je pense que j'ai envie quand même de rester même si je peux le fabriquer, mais j'ai envie de rester dans cette économie. J'ai beaucoup appris avec cette économie de zéro budget, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Sarah. Eh bien, merci à vous.